Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 19 novembre. Alors, on va parler du Bitcoin, bien évidemment, on parlera d'Ethereum, on va parler des spreads de Bitcoin et d'Ethereum, et on parlera aujourd'hui d'Ultra, donc UOS, qui est l'asset qui est le plus revenu en commentaire, enfin, pas l'un, enfin, l'un des plus likés, mais celui qui est surtout le plus revenu dans les commentaires, donc c'est pour ça que je l'aborde. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir l'AL que vous voulez que j'analyse au cours des prochains briefs. J'en ai noté aussi quelques-unes, donc je les ferai au cours des prochains briefs. Et voilà, n'hésitez pas, ça me permet de voir ce que la communauté veut voir. Et comme ça, ce que la communauté veut que j'analyse, je l'analyserai. Aussi, c'est vrai que je le dis pas souvent, maintenant je le dirai un peu plus. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en début de brief si le contenu vous plaît, bien évidemment. Et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que des fois on ne pense pas à s'abonner. Comme ça, au moins, vous aurez les vidéos dans votre fil d'actu si les briefs vous intéressent. Alors, du coup, le Bitcoin, toujours dans ce mouvement correctif pour le moment. On en avait parlé dans le sens où c'est pas ici. Alors, oui, si. Bon, ouais, techniquement, on pourrait dire qu'on peut servir de cette charte. Si on perdait ce niveau, rappelez-vous, ça sentait le retour sous les 56 000, ici 400, pour venir chasser les stops sous les creux, chose qu'on est en train de faire. Donc maintenant, on va essayer de voir si le mouvement correctif est fini. Rappelez-vous, hier, on avait dit que non, techniquement, il n'y avait aucun signe de fin de correction. Donc bon, c'était quand le brief d'hier? C'était le soir, hein, c'était vers ici. Il n'y avait aucun signe de bottom. Donc bon, dans la nuit, on est parti, pendant la session asiatique d'ailleurs, on est parti casser les bottoms du jour. Là, en revanche, vraiment court terme, on a des signes de retracement range. Donc je vais en parler. On a les divergences qui sont confirmées en 1 heure. Rappelez-vous, une divergence ne veut pas dire que ça y est, le marché va faire plus 1000%, va exploser, on a le bottom. Non, une divergence est juste là pour prévenir, comment dirais-je, pour prévenir en fait d'un range. Donc en gros, les précédentes divergences étaient ici, on a eu un range qu'on a cassé au sud. Rappelez-vous, un mouvement baissier se termine toujours par généralement un range et une reprise haussière. On a eu un range ici, sauf qu'il n'y a pas eu de reprise haussière, cassure baissière, poursuite du mouvement baissier. Et rappelez-vous, on avait identifié le niveau de sortie de cette sortie de range, qui était donc entre 168 et 200%, donc entre 55 008 et 56 800. Il faut dire que ça a bien fonctionné puisqu'on a pour l'instant bottom entre guillemets à 55 600. Est-ce que c'est le bottom du Bitcoin? Le mouvement correctif est terminé? Techniquement, non. Pour l'instant, on ne peut pas dire oui. Peut-être que c'est le cas, comme je disais hier, peut-être qu'on est en train de poser un bottom ici, mais techniquement, ce n'est pas encore le cas, donc on ne peut pas dire qu'on a un bottom. Bon, le marché ici est parti enfoncer le bottom d'hier. Donc là, c'est la même chose. Est-ce que je peux vous affirmer que ici on a un bottom et une reprise haussière? Sur du court terme, on parlera de retracement journalier. Donc là, le Bitcoin peut maintenir aujourd'hui, du coup, les 55 600 dollars et tenter de revenir visiter les 57 800, voire au cours du week-end entre les 59 000 et les 60 000 dollars, parce qu'on a des signes de petites divergences haussières sur des unités de temps courtes, ce qui veut dire qu'on peut avoir un rebond ou un range court terme. Et un range, c'est quoi? C'est un rebond et ensuite on fait notre fameux range, donc c'est ça, hein, un rebond, ensuite on range, on casse au sud ou au nord pour la reprise au nord, poursuite de la baisse au sud. Là c'est pareil, c'est-à-dire que là où les divergences pourraient annoncer d'un rebond qui ferait un range pour une cassure soit baissière ou haussière ensuite. Alors, donc on a bel et bien la localisation ici, les 168-200%, on a les divergences, on a William qui sort d'état de stupidité, on a le premier W. Donc là, techniquement, on a bel et bien un signal de retournement ou de début de range court terme, peut-être journalier ou pour ce week-end. Quand je passe en 4 heures, donc là, ça serait peut-être un range pour plusieurs jours, admettons, on voit qu'on est en train de dessiner une potentielle divergence 4 heures. Celle-ci n'est pas confirmée. La divergence sera confirmée quand on viendra casser ici ou quand on dépassera les zéros. Pour l'instant, elle n'est que potentielle. Et donc, si William ici sort d'état de stupidité également et que la divergence se forme, on pourrait donc avoir le début d'un range 4 heures. Donc là, c'est un range qui pourrait durer plusieurs jours pour un potentiel retournement de marché ensuite. Ou alors un range pour un mouvement baissier. Les spreads des dérivés vont nous aider à savoir si on est mature pour poser un bottom ou non. Donc à gauche, j'ai le Bitcoin et j'ai du volume profile, etc. Ça, je l'ai fait avec les élèves. Je ne l'expliquerai pas ici parce que j'ai pris beaucoup de temps pour l'expliquer. Et c'est pas très compliqué pour vous. N'importe qui peut comprendre ça. C'est juste que c'est assez complexe. Il faut déjà quelques petites notions qui sont dans l'école du coup. Mais au cours des briefs, je pourrais expliquer un petit peu. Mais là, c'est vraiment long et le but, c'est pas de vous bourrer la tête, c'est juste de vous expliquer le pourquoi du comment sans rentrer dans les détails.
Et donc ici, nous avons les spreads en bas. Donc là, en gros, j'ai le spread permet de définir le sentiment de marché quand le spread est négatif. C'est-à-dire que quand le contrat dérivé, ici en l'occurrence de Binance, s'échange à un prix plus faible que le contrat spot BTC-USDT de Binance, donc quand le spread est tout simplement sous zéro ici, voilà, faut pas se prendre la tête, on dira que le sentiment est baissier, que les gens sont en train de shorter le marché, probablement en train de vendre sur le spot, donc si la majorité vend, que font les gros? Eux, ils achètent très très probablement, et c'est pour ça que le marché se retourne ensuite, et que les gens sont obligés de racheter plus cher, donc c'est ce qui fait que le marché peut monter. Actuellement, avons-nous des spreads négatifs? Non, les spreads négatifs sont vraiment là pour call généralement les bottoms. Donc la spread négatif, c'est le bottom. Toute la phase de spread négatif, c'est le bottom. Le beau rallye. Spreads positifs, on fait des tops, c'est le top. On retrace. Spread négatif, c'est le bottom. On monte. Spreads positifs au plus haut, c'est le top. Et pour l'instant, est-ce que le spread est négatif? Non. Donc ça veut dire que soit on consolide ici et le sentiment baissier s'installe tout seul, et donc ça veut dire qu'on consolide et que le spread continue de chuter. Là, les gens deviennent baissiers et vendent, et là, on peut se retourner. Ok, donc là, ça prendrait plusieurs jours. Ou alors, faut continuer de chuter tout simplement pour que les gens continuent d'être baissiers et que à ce moment, on puisse consolider et se retourner. Ici, vous voyez, des zones de creux sont simplement des zones qui permettent de récupérer beaucoup de liquidités. Et ce que j'expliquais aux élèves en gros, et ce que je vous dis aussi, c'est que si on ne rebondit pas dans cette zone de creux actuelle, c'est que les whales n'ont pas assez de liquidité pour racheter ce marché et qu'elles vont devoir le faire probablement sous les 53 000 $, et ça entre 53 et 51 000 $. Donc ça change rien à la zone que je vous ai dit depuis le début, en gros, du potentiel nettoyage qui pourrait du coup venir chercher ces grosses zones de liquidation stop long. Et du coup, quand on vient sur, par exemple, des rebits, et que ici j'identifie, ça on peut supprimer, et qu'ici j'identifie où sont les gros ordres d'achat, on voit qu'ils sont bel et bien dans les zones de creux, là où c'est facile de récupérer de la liquidité. Vous voyez, la zone de creux ici sur le volume profile, bah, les ordres sont où? Sont là, entre 54 000 et 52 000 $ sur des rebits. Après, on a aussi des ordres assez intéressants sur FTX qui sont en train d'être au fil peu à peu. Là, voilà, jusqu'aux environs 52 000 $. J'ai aussi BitMEX, il me semble. Ouais, voilà, sur BitMEX aussi, il y a des ordres. Peut-être ça se verra mieux comme ça, peut-être. Non, je préfère en HD. Ouais. Donc là aussi, jusqu'aux 54 000 environ. Mais le plus flagrant, c'est vraiment sur Kraken Future, où là, entre les 55 et les 52 000 $, c'est blindé d'ordres d'achat, où là, ça veut refil du long comme pas possible. Et sur Ethereum, c'est un peu différent, ça je vous l'avais dit aussi, hein, où c'est entre les 3007 et les 3400 $. Tout comme il y avait de gros ordres de vente ici qui ont bloqué littéralement la poussée d'Ethereum ici. Et donc là, ils ont envie de racheter plus bas. Ok. Alors, du coup, si on s'arrête pas ici, c'est-à-dire que si on n'a pas de structure haussière, honnêtement, à l'heure actuelle, vu comment les spreads restent haussiers, ça veut dire que le sentiment bullish sur le Bitcoin, en tout cas sur les dérivés, ne s'est pas encore estompé. Idéalement, que les gens n'ont pas encore peut-être capitulé. On a les premières ventes à perte. Ça, c'est intéressant, c'est important de le dire. On commence à avoir les premières ventes à perte, mais on n'a pas encore les grosses ventes à perte. Par exemple, ici, où là, c'était un petit peu plus conséquent. En tout cas, ça a duré plusieurs jours. Là, c'était pas encore le cas. Donc, tout simplement, hop, je reviens ici. On pourrait se dire que s'il n'y a pas la pattern de retournement, ça se fera probablement entre les 53 et les 51. Et si on vient ici que le marché consolide et que les gens sont baissiers, comme ce fut le cas ici, où là, ils étaient bears, le spread est négatif, là c'est bon, on peut bottom. Et là on peut se retourner. Donc ce qu'on attend c'est juste un spread négatif. Donc pour l'instant, d'après le sentiment du marché, il serait très très compliqué de call un bottom ici. Et franchement ça marche très très bien. Quand vous avez les spreads négatifs, c'est là où on a le bottom. Vous regardez ici, spread négatif, bottom, on accélère. Donc là les spreads augmentent, ok. Là ça diminue bien, bottom ici. Donc là c'était le gros bull market où la grosse demande spot est arrivée, donc les prix montaient quand même. Surtout qu'on a eu un sentiment baissier pendant de nombreux mois. Bon, j'ai montré ça aux élèves tout à l'heure avec les spreads de BitMEX, mais de 2018 jusqu'à 2020, on a eu énormément de shorters, donc on les a complètement défoncés sur la montée ici. Maintenant, là, on voit que, vous voyez ici la hausse des spreads, on était monté un petit peu trop en sentiment, on nettoie, et il faudra attendre patiemment que les spreads redeviennent négatifs. Si vous êtes investisseur, juste regardez quand les spreads sont négatifs, vous avez quasiment les meilleurs signaux d'investissement. Et du coup, j'ai Bitcoin à gauche et Ethereum à droite. Et Ethereum, ça diminue un petit peu plus que le Bitcoin. Donc le sentiment bullish sur l'Ethereum, c'est beaucoup plus estompé plus rapidement que le Bitcoin. Ce qui fait qu'actuellement, on voit bel et bien pourquoi on a Ethereum Bitcoin qui monte, le THBTC, pourquoi Ethereum surperforme le Bitcoin. C'est parce que le sentiment justement d'Ethereum bullish s'est vraiment estompé.
et ce qui fait que potentiellement il y a besoin de moins nettoyer sur Ethereum que sur le Bitcoin, et ce qui fait que en gros pour moi hein, la zone qui m'intéresserait si je voulais récupérer beaucoup de liquidités, si j'étais une grosse whale, ça serait entre les 3008 et les 3600 $. Sur le Bitcoin, ça serait entre 51 et 53 000 $, honnêtement. Voir si vraiment c'est méchant, je le ferais jusqu'aux 48 000 $. Mais ça m'étonnerait les 48. Franchement, 51, 53, c'est assez réaliste. Faut comprendre qu'actuellement, on est déjà dans une zone de creux où on peut récupérer beaucoup de liquidités. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les spreads restent trop élevés. Donc, voilà, déjà, tant qu'il n'y a pas de structure de retournement, c'est compliqué. Mais tant que les mecs essayent d'acheter les dips, ça aussi, ça peut être compliqué. Après, si je diminue l'unité de temps, on va voir que les spreads sont un petit peu différents. Oui, ils chutent bien, mais on n'est pas encore dans des spreads négatifs, où généralement, c'est le bottom. Vous voyez ici. Où généralement, c'est bel et bien le bottom. Là, c'est pas encore le cas. Après, en 1 heure, on a peut-être. Non, même pas, même en 1 heure. Hein. Ici, vous voyez, c'est bien négatif. Là, les gens sont bien baissiers. Mais là, pour le coup, ils sont pas encore baissiers à mort. Le sentiment s'estompe. Donc, les gens, on commence un petit peu à flipper. Mais on n'est pas dans une peur extrême, voire même dans le sentiment contrarien qui est il faut shorter. On n'est pas encore dans ce cas de figure. Donc je pense qu'on en a littéralement besoin. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc difficile de call un bottom. Je peux pas vous dire oui, ici c'est le bottom. Pour moi, non, ici pour l'instant, ce n'est pas le bottom. Si ça se développe dans le prochain jour, bah, je reviendrai sur ce que j'ai dit, puisque bah, c'est le but hein, de ne pas rester biaisé. Mon avis changera en fonction de ce que dessine le marché, mais de ce que j'ai sous les yeux pour le moment, non, Bitcoin et Ethereum n'ont pas encore, en tout cas surtout Bitcoin, peut-être Ethereum, mais Bitcoin n'a probablement pas encore bottom. Rappelez-vous un niveau extrêmement important, 38,2 de retracement, premier arrêt 53 500 également, un niveau qu'on peut venir tester incessamment sous peu, et sinon si jamais, pour Bitcoin, hein, pour bien recharger la zone de rechargement, c'est entre 51 et 45, donc on met tous ces biais de côté, oui le Bitcoin ne peut pas aller sous 51, sous 50, non, on met tout ça de côté, on en a rien à foutre. On se dit juste, si ça vient entre 51 et 45, j'ai l'opportunité pour acheter du Bitcoin à un bon prix, là où la smart money va le faire. Donc on n'a aucun biais si jamais on vient ici, c'est un bon prix pour acheter du Bitcoin pour ce bull market. Si jamais le Bitcoin monte à 100 000 ou 150, etc. au cours de l'année 2022, bah, si on peut en acheter un à 50 000 ou à 45, ou entre les deux, bah, ça peut faire une plus-value intéressante ensuite. Et c'est comme ça que la smart money fonctionne. Elle fonctionne pas dans le sens non, ça ira pas plus bas, ça y va, c'est une bonne opportunité, on achète, point barre, et on revendra ça plus haut, surtout s'il y a un paquet de liquidités à récupérer. Donc pour Bitcoin, j'ai fini. Ethereum, techniquement, premier arrêt, toujours 3600 $. Comme je vous l'ai dit juste avant, les spreads baissent plus que sur le Bitcoin, mais c'est encore un petit peu croissant. Donc on pourrait attendre une phase similaire. Par exemple, pour Ethereum, ça pourrait arriver si jamais il consolide ici, et que là, ça se mette dans le négatif. Oui, là, on pourrait retourner le marché d'ores et déjà ici. En revanche, si Bitcoin accélère sa chute, ou continue de chuter, Ethereum pourrait le suivre. Et là, je pense qu'Ethereum, il faudrait pas beaucoup vraiment pour qu'on puisse passer dans le négatif et poser un bottom ensuite. Donc je pense que Ethereum, en termes de temporalité, en fait, je pense que peut-être Ethereum se fera moins nettoyer que le Bitcoin. Si jamais le Bitcoin accélère, je pense que Ethereum pourrait baisser un petit peu moins que lui parce que les spreads sont moins élevés sur Ethereum que sur Bitcoin. D'ailleurs, je vais mettre la parité à 0. C'est vrai que j'ai oublié de le faire. Bon, ça se voit quand même. Mais avec le trait ici, ça se voit un petit peu mieux. Bon, bah parfait, c'est déjà sur 0, nickel. Donc là, on voit qu'on est plus proche de 0 que du Bitcoin. Donc peut-être un petit peu plus à nettoyer sur le Bitcoin que sur l'Ethereum. J'ai rien d'autre à dire honnêtement pour Ethereum. On avait déjà parlé des niveaux. Pour chasser de la liquidité, ce serait sous les 3008, donc entre 3008 et 3006, un bon prix d'achat. Si jamais la zone de chasse ultime, et là ça serait vraiment méchant, mais ça on en avait parlé aussi, hein, ça serait sous les 3400, donc entre 3002 et 3004, pour acheter de l'Ethereum à bon prix. Mais là honnêtement, j'ai un doute qu'on puisse aller à 3002, 3004. Après si on y va, tant mieux, hein, parce que si on regarde bien la zone de rechargement sur Ether, elle est entre 3004 et 3000 $. Donc si jamais les gros veulent recharger là-bas, ils le feront. C'est juste que je me dis que ça peut être compliqué d'y aller alors que les spreads sont quasiment déjà négatifs. En revanche, si on y va, c'est vraiment un cadeau, hein, parce qu'après, je pense que c'est direction minimum les 5000, 5-6 000 $, voire même peut-être plus pour l'Ethereum au cours de l'année 2022. Vous connaissez mon avis sur le marché à long terme, je vous l'ai expliqué hier. Et du coup, pour terminer, on parle de Ultra qui est beaucoup revenu en commentaire. Donc Ultra, gros potentiel. Je ne rentrerai pas dans les détails fondamentaux, mais vous savez que le fondamental est plutôt bon. On regarde son market cap, donc c'est la capitalisation de l'asset, ce qui permet de savoir si vous êtes des early investors, donc des investisseurs en gros des débuts, comme on les appelle. Est-ce que vous faites partie des investisseurs du début ou des investisseurs qui arrivent vers la fin quand c'est le moment de vendre? Normalement, si vous êtes sur UOS, vu son market cap, donc bon, vu la courbe, on pourrait se dire qu'on en arrive un peu tard, mais vu son market cap, s'il a vraiment un bon fondamental, 364 millions de market cap, c'est pas super élevé honnêtement.
Donc on peut être considéré comme des early investors. En tout cas, en bourse, si vous investissez sur des actions qui ont environ 300-400 millions de market cap, vous êtes vraiment considéré comme des early investors. Pour le coup, par exemple, Apple, c'est 2000 milliards de market cap. Bon, après, il faut savoir aussi que le S&P 500, c'est 65 000 milliards de market cap. Les crypto-monnaies, c'est 3000 milliards, 2500 milliards avec la baisse actuelle. Donc voilà, on va pas comparer en gros, on peut pas dire... Enfin, ce que je veux dire, c'est que, oui, une action à 300 millions de market cap, alors qu'on a en gros un marché américain capitalisé à 65 000 milliards, voire plus, que ça, bah oui, 300 millions, c'est rien, mais 300 millions, c'est rien aussi dans un marché à 2500 milliards de market cap. Donc oui, pour moi, vous êtes encore des early investors. Et pour moi, même ceux encore à l'heure actuelle qui investissent dans les crypto-monnaies, bon, je dirais pas que vous êtes des early investors parce que la smart money est déjà là, donc c'était eux déjà de base, hein, Goldman Sachs en 2011, ou JP Morgan via le GBTC en 2017 à 3000 $. Mais par exemple, vous faites partie de ceux qui investissent encore, je pense, au bon moment si vous achetez les bons assets. C'est plutôt ça que je veux dire. Parce que si le marché crypto est à 2500 milliards de market cap et que le S&P 500 est à 65 000 milliards, ça m'étonnerait pas que dans 10 ans, on puisse réduire l'écart. Je sais pas, moi, le marché crypto à 10, 15 000, 20 000 milliards de market cap, le S&P peut être à 80 000, 90 000 milliards, mais que l'écart puisse se réduire, tout simplement. En tout cas, c'est ce que je pense sincèrement du marché crypto. Donc oui, je dirais que vous êtes des early investors. Donc est-ce que c'est le moment de tout vendre? Peut-être pas. Après, il peut tomber, hein, on verra techniquement, mais en tout cas, en termes de market cap, vous êtes des investisseurs, on va dire, vous faites partie des investisseurs, des premiers investisseurs d'Ultra, très très probablement, si le projet est mené à bien d'ici 4-5 ans, son prix pourrait être beaucoup plus important. Au moins, ça, on a mis les bases. Maintenant, techniquement, comment est la chart? Elle est super bullish. C'est-à-dire que ça, on en avait déjà parlé quand j'avais fait déjà une première vidéo dessus. Mais quand vous avez des W dans des W dans des W, c'est extrêmement bullish. Ok? Donc, ça, c'est une bonne chose. Ce que je vais ajouter également, c'est qu'à long terme, c'est bullish. Court terme, maintenant, on vient en daily. Avant, regardez le momentum en weekly. Le momentum est haussier, donc il n'y a aucun problème. UOS est complètement haussier. Ultra, est-ce qu'il a connu sa phase de pump? Est-ce qu'on a une parabole? Pour moi, non, il n'y a aucune parabole ici pour le moment. Donc est-ce qu'on va dire que ça y est, c'est le potentiel il a déjà été atteint? Je pense pas. Aussi en termes de saisonnalité, ça on va le noter. Mais en termes de saisonnalité, si j'arrive à l'écrire, il faut savoir que les tops se forment généralement au printemps. Vous pouvez regarder, c'est vérifiable quasiment à tous les coups. Avril, mai, juin, voire juillet des fois quand on pousse un peu, voire août. Mais là, on n'est clairement pas dans une saisonnalité de top, on est encore dans une saisonnalité de buy de dip en hiver. On buy les dips et on vend. Donc en gros, buy when it's now, sell in May and go away. Donc acheter quand il neige et vendre au mois de mai et se barrer, tout simplement. C'est ça l'adage. Donc en gros, on sait que notre saisonnalité de top, je vais la dessiner, elle est plutôt vers avril jusque juin. Donc ça veut pas dire que l'asset il va monter jusqu'à avril ou juin. Ça veut dire qu'un top aurait plus de chances de se dessiner pendant cette temporalité ici. Là, on est plutôt dans une temporalité de on buy les dips. Par exemple, si vous regardez UOS en 2021, et encore une fois, c'est vérifiable, d'octobre jusque février, c'était le bottom. On a posé le W weekly, signal donné en février. Le top est fait en mars. On a un rebond qui revient tester les tops en mai. Et après, on s'écroule. Donc, on voit bel et bien que avril jusque juin, grosso modo, c'est bien la saisonnalité où on cherche à vendre. Ensuite, en hiver, c'est là où on pose les bottoms. Septembre ici, octobre W, et là on fait le giga W, gros signal aussi ici en novembre. Donc on est toujours en hiver, on est dans une dynamique haussière, donc on est dans une saisonnalité favorable pour buy les dips. Maintenant, on regarde en daily la chart. Qu'avons-nous? Alors, on passe ici. J'ai mes premières divergences baissières qui se forment, ce qui veut dire que mon marché a peut-être besoin de consolider un petit peu. Je vais pas dire de chuter, mais de consolider un petit peu. On a une perte de momentum, ce qui veut dire qu'on a besoin de ralentir un petit peu le mouvement. Donc ça, on note. Très bien. Ensuite, William, comment il est? Il n'est pas encore en état d'enfoncement. Si on y va, là, ça pourrait signifier, à contrario, qu'on peut monter doucement mais sûrement, qu'on n'a pas besoin en fait de consolider, comme peut le suggérer la divergence ici. Donc ça, c'est à surveiller. Maintenant, ce que je vois au niveau des volumes, et là, je vais juste retirer la couleur. On s'en fout que ce soit volume acheteur ou vendeur. Juste vous montrer ici qu'on commence à avoir une baisse de volume. Donc ça, c'est ce qui est différent. Vous voyez ici, là. D'ailleurs, je vais mettre 65 à tous les deux. On va faire des différences. Vous voyez ici, là, les premiers M. Donc là, quand il y a des W, ça montre que le volume est croissant, que l'intérêt est croissant.
Là, on a la première divergence baissière et on a le premier M sur le volume. Donc là, on commence à avoir des intérêts avec les premiers M sur l'OBV, l'argent qui commence à sortir. Donc là, on a des premiers signaux de consolidation, retracement. Ok? Donc, consolidation, ça peut très bien être un simple range et du coup, tac, 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 expansion haussière. Donc là, il y aura aussi un signal pour les investisseurs qui souhaitent entrer sur des mouvements de continuation. Donc si j'ai des W comme ça et que ça break, j'ai un signal donné ici pour tenter de revendre plus haut ensuite. En revanche, s'il y a une consolidation qui a un petit M-top ici qui se forme, là, ça ouvre les portes à un retracement. Et rappelez-vous, en hiver, on cherche à acheter les dips. Donc où est-ce qu'on chercherait à acheter le dip? Ici, c'est très simple, je prends ma zone de rechargement, comme ce fut le cas déjà une première fois là-bas. On est bien venu bottom parfaitement, zone de rechargement à 50 centimes. Je fais la même chose. Ça, je peux supprimer, ça, je peux supprimer aussi. Enfin, ça, on en parlait de ce W. Du coup, ici, je viens ici. Hop, je trace ma zone de rechargement. Ma zone de buy de dip, entre guillemets. Ça, je vais le noter. Zone buy de dip en hiver. Allez, du coup, je vous donne les prix pour ceux qui ne peuvent pas regarder directement via l'écran. Allez, entre 83 centimes et 68 centimes. Ok? Donc ça, en gros, on sait que c'est notre zone de buy de dip en hiver. Si on y vient, ça peut être intéressant d'acheter de l'ultra dans cette zone, puisqu'on est bel et bien dans un marché qui est haussier, dans lequel on cherche à acheter les dips. Ok? Donc si on a un dip ici, c'est très bien. Le marché est bel et bien haussier. J'ai l'impression qu'en logarithmique, on pourrait voir un canal. Du coup, là, je vais utiliser une autre chart. Hop. Nickel. J'ai bel et bien l'impression qu'on est en train de progresser dans un canal ascendant et du coup on pourrait voir où serait le haut de canal pour fixer un objectif à venir chercher ensuite. Du coup ouais, ça c'est plutôt notre haut de canal. Je viens le mettre ici. Hop. Donc, on pourrait le tracer autrement par exemple, comme ceci. Enfin voilà, c'est à votre guise entre guillemets. Là je décide de prendre le niveau où on tape le plus de fois. Donc 1, 2, 3, 4. Je reporte au top. Et donc, on aurait aux environs des 2,80$ si vraiment on vient chercher le haut du canal. Tout comme quand on vient rechercher le bas du canal, ici ça correspondrait à 70 centimes. Entre 60 et 70, ça serait un excellent prix d'achat. Et donc, généralement, ce genre de chart, quand ils sont vraiment bullish, on a ce qu'on appelle une cassure du canal vers le haut, et là, le climax run commence. C'est-à-dire qu'on est dans la phase d'euphorie, où là, le public arrive, et là, vous vendez sur cette phase haussière. Donc là, si je mets en linéaire, vous allez voir que c'est une phase vraiment très puissante. Donc c'est là où vous vendez. Je ne sais pas jusqu'où on montera, mais généralement, lorsque le canal casse vers le haut, c'est à ce moment-là que le public arrive. Par exemple, je vous prends BTC USD, je vous prends le Bitcoin en 2017, quand on a cassé le canal vers le haut, pareil. Enfin là, je vous parle pour les plus anciens, pour ceux qui s'en souviennent, enfin pour ceux qui ont déjà eu connaissance de cette data. Mais si vous prenez le précédent canal du Bitcoin, qui était grosso modo celui-ci, hop, tac. Encore sur Bitfinex, ça se voyait un peu mieux, mais ça c'était le canal du Bitcoin. Donc là, on a tapé une fois, support, 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 résistance, 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 résistance. Quand là, ça a cassé, on est revenu pullback. À ce moment-là, on a eu le climax run, c'est-à-dire la grosse accélération. Et là, le public est arrivé sur le Bitcoin. Peut-être qu'on a un canal similaire ici, il faudrait voir. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête sur le Bitcoin, mais en gros, sur Rio, c'est un petit peu ce que nous avons. Donc je dis pas que ça va arriver, mais je dis juste que généralement... Ah, c'était pas ici. Peut-être j'ai fait x3 divisé par 3, probablement. Oui, donc si le jour où ça se met à casser, ça vous est dans la phase d'accélération et c'est la phase où il faudra vendre sur la montée. Ok. À mon humble avis, pour moi, UOS, il a plus de potentiel. On peut le vendre plus haut. Est-ce que cet avis est biaisé parce que j'en ai depuis ici le W weekly des 22-23 centimes de mémoire? Je m'en fiche en fait qu'il monte à 10$, 100$ ou 1000$. Je suis pas all-in dessus, loin de là. Admettons, s'il monte à 100$, je suis pas milliardaire, donc je m'en fous. Et mon avis n'est pas biaisé parce que j'en ai. C'est juste que techniquement, le marché reste haussier. Et donc, tout simplement, et qu'on pourrait avoir une phase de climax run, c'est pour ça. Et surtout qu'on a que 300 à 400 millions de market cap qui sont des capitalisations très très faibles. Si le projet est bon et qu'il arrive dans, par exemple, le top 50, c'est environ déjà 10 milliards de market cap, si je dis pas de bêtises, 5 milliards. Donc ça ferait déjà ici une plus-value vraiment super. 1 x 10, ça le ramènerait dans quasiment, on va dire, entre 10-15$. Je dis pas qu'il va aller à 10-15$, je dis juste que si c'est un bon projet et qu'il arrive à le prouver, à ce moment-là, oui, il pourra monter dans le top 50, se faire une place dans le top 50 ou dans le top 100 et du coup voir son prix être multiplié par 2, 3, 5, peut-être 10, peut-être plus. Sur du long terme, je ne parle pas de ça demain ou la semaine prochaine ou même au cours de ce printemps-là, peut-être pas. Ok. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien en description et en commentaire, vous y avez des ressources gratuites, donc ça vaut le coup de venir jeter un œil. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je vous mets le lien en description et en commentaire, privilégiez les paiements en crypto-monnaie à ce stade du mois. Si vous rejoignez le 19 novembre, vous aurez accès jusqu'au 20-21 décembre, puisqu'on rajoute toujours 1 ou 2 jours, surtout le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à en poser une à un des professeurs connectés en haut à droite. Si vous m'en aviez posé une il y a quelques jours, j'étais très peu dispo, je vous réponds tous aujourd'hui. Donc si jamais vous n'avez pas eu une réponse de ma part après plusieurs heures, n'hésitez pas à envoyer un message à un des autres professeurs qui pourra vous répondre. Et si vous avez fait votre paiement aussi, n'hésitez pas, vous l'envoyez aux 3 professeurs carrément, vous pouvez, le premier qui le voit, il le valide et on vous met le rôle, comme ça va plus vite. N'hésitez pas, ce ne sera pas considéré comme du spam, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous souhaite un bon week-end, on se retrouve du coup lundi, prenez soin de vous, ciao ciao.